Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux de sport local. C'est parti pour le sommaire. Confinement, les Yvelinois ont décidé de sortir et de faire du sport ce week-end. Ils étaient nombreux dans les parcs et dans les structures de sport en plein air. Reportage à suivre. Boxe, VPX Boxe basé à Villepreux va organiser le samedi 3 avril un combat au complexe sportif Alain Mimoun. Ce combat opposera Anthony Carpin, numéro 4 français, à Yohan Bloyer dans la catégorie des poids lourds légers. Interview dans quelques instants. Football, vous l'avez peut-être vu sur les terrains de Ligue 2. Félicien Gazon a notamment arbitré le match entre Dunkerque et Niort. Cet arbitre originaire de Plaisir sera avec nous dans ce magazine pour parler de son expérience. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Vous le savez, le département des Yvelines est de nouveau confiné depuis ce samedi pour une durée de 4 semaines minimum. La plupart des Yvelinois ont décidé de profiter des premiers rayons de soleil du printemps pour réaliser des activités en extérieur et notamment du sport. Tout cela en respectant le périmètre des 10 km autorisés par les autorités. Un montage de Xavier Jalin. Pour ce premier week-end de confinement, les Yvelinois ont décidé de sortir pour faire du sport tout en respectant le rayon des 10 km imposé par les autorités. À Plaisir, une partie de pétanque s'organise dans le parc. D'autres n'ont pas hésité à enfourcher leur bicyclette. Là, je vais faire du vélo, tout le long du parc, là. Et puis, je vais peut-être m'arrêter un petit peu, prendre un peu le soleil, vu qu'il est encore là. Profiter un petit peu, ça va faire du bien. J'ai besoin de verdure, d'espace, de me balader. Du sport également à Voisins-le-Bretonneux. Ce dimanche matin, des enfants font du roller dans cette aire de jeu. Ici, à 50 mètres, cette famille joue au rugby sur l'herbe depuis plus d'une heure. Sinon, on resterait entre 4 murs dans le salon, on tournerait un peu en rond. Donc c'est très bien de pouvoir s'aérer. En plus, il y a quand même pas mal d'espace vert autour de la maison. On en profite ici, donc ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, même si je peux aller au collège malgré le confinement, ça fait du bien. En ce qui concerne le sport encadré en extérieur, les structures ouvertes à la pratique ont accueilli presque autant de public que d'habitude. Au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, le parking est plein ce dimanche. Plus de 250 golfeurs sont présents sur le site, un chiffre élevé pour la saison. Ce week-end, il y a beaucoup de joueurs de la région des 10 km qui viennent jouer ici. Ça peut permettre à des gens aux alentours qui avaient l'habitude de jouer sur d'autres parcours de venir jouer au golf national et de découvrir nos parcours. Ce nouveau confinement devrait durer au minimum pendant 4 semaines. On va maintenant parler volleyball dans le championnat élite, l'un des seuls championnats encore autorisés à la pratique en compétition. Le club de Conflans-Andrézy Jouy s'est imposé ce week-end sur le terrain de Charenton, dernier du classement. Le score est serré, 3-7-2, 25-17, 22-25, 25-20, 19-25 et 9-15. Grâce à cette victoire, Conflans entre dans le top 3 de la poule. Prochain match ce samedi à 19h30 à domicile contre Cesson. Une performance également en golf. L'Yvelinoise Charlotte Liotier va remporter ce dimanche l'une de ses plus belles victoires sur le circuit international en gagnant les internationaux d'Italie dames. En tête après 3 tours, la joueuse de Saint-Lon-la-Bretèche a consolidé son avance le dernier jour en signant une ultime carte de 71. Charlotte Liotier aura 22 ans en mai prochain et elle pourrait être parmi les meilleures joueuses du circuit dans les prochaines années. On va maintenant parler boxe. VPX Boxe basé à Villepreux va organiser le samedi 3 avril un combat de boxe au complexe sportif Alain Mimoun. Ce combat opposera Anthony Carpin, numéro 4 français, à Yohan Bloyer dans la catégorie des poids lourds légers. Ce combat sera à huis clos. Pour nous parler de ce rendez-vous, Alban Benasser est avec nous, président de VPX Boxe, ainsi que Lia Bako, coach et boxeuse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors ce combat était-il attendu par tous les passionnés de boxe ? Alors en fait c'est une revanche d'un combat qui avait déjà eu lieu en 2019. Donc les deux boxeurs s'étaient rencontrés et Anthony Carpin avait perdu malheureusement. Donc là ce sera le rematch. Et en plus on a la chance d'avoir le 4e français chez les lourds légers. Donc une belle affiche. Une belle affiche ? Très belle affiche. Est-ce que le favori de la rencontre du coup sera Anthony Carpin qui est numéro 4 français ? Le favori, alors sur le papier, peut-être. Je le rappelle, c'est son bilan, c'est 12 combats, 5 victoires, dont 2 par KO. Yohan Bloyer est lui un boxeur un petit peu plus expérimenté, avec 60 combats pour 19 victoires, dont 3 par KO. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais souligner. Il est un peu plus expérimenté, c'est un adversaire très valeureux, un gaucher.
assez technique, alors qu'Anthony Carpin, lui, est un droitier, donc ça va être un peu une opposition de style. Et sur le papier, peut-être Anthony Carpin légèrement favori, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en boxe, donc on verra ça le 3 avril. Qu'est-ce qui fera la différence peut-être dans ce combat? La boxe du gaucher, parce que c'est une boxe qui surprend toujours. En tant que droitier, on n'est pas toujours prêt à affronter des gauchers, donc je pense que ça va être un combat intéressant. Alors le combat va s'organiser sur 6 rounds de 3 minutes. Est-ce qu'il y a un avantage pour un des deux boxeurs ou pas? Non, parce qu'a priori, on a été confinés pendant assez longtemps, on a eu des mesures pendant assez longtemps pour qu'ils soient prêts et pour qu'ils aient hâte, je pense, de combattre. Donc je pense que leur condition physique sera tous les deux au rendez-vous pour le coup. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi organiser ce combat à Villepreux, Alban Benasser? Alors, très bonne question. En fait, je vais souligner, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, on est à huis clos, évidemment, compte tenu du contexte et des protocoles sanitaires, notamment de la Fédération française de boxe. Pourquoi Villepreux? Parce que c'est aussi un moyen de mettre en lumière le club et de ne pas rester un petit peu spectateur de la situation si particulière qu'on traverse tous avec les différentes restrictions. Donc, de remettre la boxe aussi, de donner de la visibilité à la boxe, notamment professionnelle, parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui pour les boxeurs pros de survivre. Les temps sont durs et du coup, voilà, c'était intéressant pour nous de montrer notre soutien à la boxe professionnelle et de mettre le club et la ville de Villepreux aussi en lumière, puisque je signale que Villepreux est terre de jeu 2024. Donc, Alors sur ce combat, du coup, il sera à huis clos, forcément. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déception quand même quand on est amateur de boxe? On ne va pas avoir la chance de vivre ça en entendant les bruits et en vivant l'atmosphère, l'ambiance, mais c'est déjà bien de pouvoir avoir ça. Je pense qu'il y a un peu de déception, mais en même temps on est content, on attend ce combat plus qu'autre chose. Est-ce que ça joue ou pas, justement, le fait qu'il n'y ait pas de public? Ça va se passer comment, à votre avis? Alors, ça va être... En fait, on aura les officiels, donc on aura un juge-arbitre unique, délégué de réunion, chronométreur, le médecin, ça c'est ce qu'on a habituellement sur tous les combats. On aura évidemment les entraîneurs qui seront dans le coin des boxeurs, des deux boxeurs. Et puis ensuite, la salle est vide, à savoir que ce sera diffusé et ce sera retransmis sur Facebook, sur MTP Boxing. Donc voilà, je les cite. Mais du coup, il y aura une retransmission quand même sur Internet, même si la salle et les gradins seront vides. C'est ce qu'on appelle du pay-per-view, hein, c'est bien ça, hein? C'est du pay-per-view, exactement. Donc on paye pour voir le combat. C'est exactement ça, 2,29 € par personne. On a souhaité garder un tarif abordable aussi pour le plus grand nombre. Et puis ça permet de compenser un petit peu l'absence de public. Ouais. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. C'était peut-être l'une des conditions peut-être de la préfecture pour organiser ce combat, que ça soit à huis clos, que ça soit retransmis sur les réseaux sociaux? Exactement. Alors la retransmission n'est pas une condition. On est libre d'organiser tant qu'on est à huis clos, puisque c'est du sport professionnel. Après, le pay-per-view, c'était vraiment un choix pour apporter un peu de force aussi aux combattants et que leur public puisse les regarder ce jour-là. Vous avez tenté quand même d'avoir un petit peu de public ou pas du tout? Pas du tout. On peut vraiment, c'est vraiment interdit. On peut pas se permettre, vu les conditions, on peut pas le faire. Est-ce qu'il y a toujours un doute peut-être d'organiser cet événement ou pas du tout? C'est-à-dire un doute? Un doute sur l'organisation vu le contexte sanitaire. Est-ce que vous pensez que ce combat ira au bout? Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'Alban a été, parce que c'est lui à qui revient toute cette organisation. Non. Entre autres, on va dire. Non, je pense que on a été assez prudent par rapport à ça et il est temps maintenant de relancer un peu la machine. Ça commence par ça ira plus loin plus tard. Mais je doute pas, moi, personnellement, de l'aboutissement du projet. Alban, vous confirmez? Pas d'annulation? Pas d'annulation, en tout on cas l'espère, de notre côté, on le souhaite, on fera tout pour, et voilà, après, rien n'est jamais acquis dans la vie en général, et en boxe encore, j'allais dire encore plus, mais en tout cas, voilà, le souhait de tout le monde, c'est que le combat ait lieu. Après, quand même, ce serait un peu prétentieux de dire que tout repose sur moi. Les deux boxeurs aussi sont les deux acteurs principaux. Il y a une très bonne équipe au sein du club. On a la chance d'avoir Lia ici présente et puis sans oublier Emmanuel, Romain, Larry, Pascal et Thomas. Je vais tous les citer. Donc tout le monde a participé. Voilà, c'est une œuvre collective avant tout. C'est important pour l'image du club d'organiser ce type d'événement? Vous êtes un nouveau club? C'est vrai qu'on est un nouveau club. Nous, ce qu'on souhaite, c'est professionnaliser au maximum le club et puis la boxe en général. Donc c'est aussi en filigrane cette envie de professionnaliser, de donner de la visibilité, de montrer aux adhérents qu'on continue de faire vivre le club dans la période un petit peu difficile. On continue de s'entraîner aussi en extérieur. Donc ça fait partie de la vie du club et c'est important pour nous. Ouais. Est-ce qu'il y a une effervescence au club autour de ce combat? Est-ce que tout le monde en parle? Je ne sais pas, par exemple. On a nos petits paris, disons, entre nous. On
on a nos pronostics, mais ça reste personnel à 2 ou 3 par-ci par-là. Est-ce qu'il y aura d'autres combats? Ou c'est le dernier, c'est un one-shot? Ou est-ce qu'il y aura d'autres combats? On en refera d'autres, c'est sûr. On organisera probablement des combats amateurs aussi quand les conditions seront réunies. Donc là, on va dire que c'est un coup d'essai, c'est une première, mais ce sera le début d'une longue série, on va dire ça. Vous avez déjà des dates de prévues ou pas du tout pour l'instant? Pas du tout, non, pas du tout. On navigue à vue là. On déjà organisé celui-là, après on verra. Exactement, mais en tout cas, ce sera fait et il y en aura d'autres. Merci à tous les deux. Alors, je vous garde quand même avec nous pour une dernière information boxe. On a eu des nouvelles d'Ahmed El Moussaoui. Le boxeur originaire de la Verrière a signé avec le promoteur américain About Balance Promotions, un groupe qui s'occupe de plusieurs sportifs et notamment de boxeurs aux États-Unis. Ahmed El Moussaoui, 30 ans, attend désormais une date pour son prochain combat. Il n'a pas combattu depuis juillet 2020. L'Illinois affiche pour l'instant un bilan de 33 victoires pour 1 nul et 3 défaites. Qu'est-ce que vous en pensez, Alban Benasser? Vous le connaissez, je crois. Oui, j'ai eu l'occasion de le croiser à quelques reprises. Je pense que c'est un bon boxeur. Et puis, c'est une bonne opportunité pour lui. Aujourd'hui, la boxe professionnelle en France souffre de beaucoup de maux. Le statut du boxeur professionnel mériterait d'être amélioré. Donc, toute opportunité pour un boxeur professionnel prometteur comme lui est bonne à prendre, je pense. Il pourrait aller boxer peut-être aux États-Unis? Pourquoi pas? Option, ça lui appartient, c'est des choix de carrière. Il a 30 ans, je le rappelle. Il est encore jeune, je pense qu'il est bien entouré, donc les choix appartiennent à sa team. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour lui, je pense. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Le combat entre Anthony Carpin et Yohan Bloyer est programmé ce 3 avril au gymnase Alain Mimoun à Villepreux. Le match sera à suivre sur les réseaux sociaux. On va maintenant ouvrir une page football. On parle souvent des footballeurs, mais peu des arbitres. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune arbitre yvelinois, Gabriel Henry, l'un des plus prometteurs de sa génération. Son portrait par Bichente Merian Santisteban. C'est l'un des arbitres les plus prometteurs de France. Gabriel Henry, 22 ans, a découvert l'arbitrage il y a 7 ans, alors qu'il était gardien de but et éducateur au Voisin Football Club. On m'a demandé de dépanner sur un tournoi, d'être arbitre pour le club et ça m'a vachement plu. Et donc c'est comme ça qu'est venue cette idée d'arbitrer. Après, le club m'a inscrit à la formation initiale et j'ai commencé mes premiers matchs en district comme ça. Du district des Yvelines à la France entière, Gabriel a gravi les échelons au fil des années. Il est aujourd'hui arbitre principal en National 2, 4e division nationale. Il apprend également aux côtés des plus expérimentés. Moi, j'observe beaucoup les arbitres qui sont plus expérimentés que moi, que ce soit au-dessus en Ligue 1 ou même au même niveau que moi. J'ai la chance de faire 4e aussi, 4e arbitre en Ligue 2. Et donc là, c'est le moment où j'apprends le plus parce que je vois une approche professionnelle de l'arbitrage. Et pour moi, c'est juste hyper enrichissant, quoi. Même s'il a déjà plusieurs rencontres de haut niveau à son actif, une seule lui vient en tête lorsqu'on lui demande son plus beau souvenir. Forcément, mon plus beau souvenir, c'est la finale de la Coupe Gambardella 2019 que j'ai eu la chance de faire au centre, au Stade de France. Donc devant un petit paquet de monde, c'était assez sympa. Donc c'était Toulouse contre Saint-Etienne. Ce jour-là, il prépare sa rencontre du week-end, un match de Ligue 2 entre Le Havre et Sochaux, où il officiera en tant que 4e arbitre. Quant à ses objectifs, il ne s'en fixe pas pour le moment. Je vais déjà prendre chaque match après chaque match, comme disent les joueurs de foot. Et puis non, c'est surtout de prendre du plaisir parce que l'arbitrage avant tout, pour moi, c'est du plaisir, c'est une passion. J'ai mes études de kiné à côté, donc c'est ça la priorité. Après, l'arbitrage, pour moi, c'est juste que du bonheur. Donc tant que je peux continuer à le pratiquer, je continuerai. La crise sanitaire n'a pas changé la routine d'entraînement du jeune arbitre, bien que le championnat de National 2 soit actuellement suspendu. On continue à parler arbitrage. Vous l'avez peut-être vu sur les terrains de Ligue 2. Cet Yvelinois notamment arbitré le match entre Dunkerque et Niort qui s'est soldé par une victoire 2-0 pour les Dunkerquois. Félicien Gazon était rentré sur la pelouse après la blessure de l'arbitre central. Félicien Gazon, originaire de Plaisir, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, on va tout d'abord parler de ce match. Est-ce que c'est un bon souvenir ou pas ? Un super souvenir, c'était mon plus grand match arbitré pour le moment. Ligue 2, le meilleur niveau que j'ai pu arbitrer, donc ouais, un super souvenir. Qu'est-ce que ça fait de rentrer sur un terrain de Ligue 2 ? C'était la première fois du coup ? Ouais, première fois, très stressant au départ, au moment où j'ai dû rentrer à la 37e minute. Donc voilà, très stressant. Après voilà, vite se mettre dans le match et faire le travail et essayer de mener la rencontre à son terme. Donc ouais, très concentré par la suite. Alors selon certains observateurs, vous avez changé la physionomie du match entre Dunkerque et Niort.
On voit qu'il y a de la pression autour de ces matchs. Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ou pas du tout? Tout à fait, ouais. Alors j'ai eu des décisions fortes à prendre, donc selon certains observateurs, en effet. Je crois qu'il y a eu un carton rouge, c'est ça? Un carton rouge, un penalty où j'ai décidé de ne pas siffler. Donc ouais, des décisions importantes qui ont pu changer la physionomie du match, en effet. Mais ouais, c'est une découverte pour moi. C'est déjà des sensations qu'on retrouve au niveau national 2 dans lequel j'officie habituellement. Mais ouais, à ce niveau-là, avec ce niveau de pression, c'était tout nouveau pour moi, donc une découverte. Ouais. Plus de pression, c'est logique finalement, ou vous étiez préparé à ça? Alors ça reste un match de football, mais oui, au moment d'entrer en jeu, beaucoup de pression, mais après par la suite, vite se concentrer et rentrer dans le match, donc ça a été. Alors on va revenir sur votre histoire. Vous êtes licencié au FO Plaisir. Pourquoi avoir voulu devenir arbitre? Je suis licencié au FO Plaisir tout à fait depuis l'âge de 7 ans à peu près. Et à l'âge de 17 ans, j'ai un dirigeant de mon club qui m'a proposé de passer la formation initiale, de découvrir les lois du jeu au district, chose que j'ai immédiatement acceptée, qui me plaisait. Et j'ai accroché, j'ai tout de suite accroché, c'est devenu même une passion. Et on m'a vite demandé de choisir entre arbitrer et jouer à partir de l'âge de 18 ans et demi à peu près, parce que j'avais plus l'âge d'arbitrer des jeunes. Donc j'ai choisi l'arbitrage. Et c'est vraiment réellement devenu une passion, donc je regrette pas du tout. Alors si je comprends bien, maintenant vous ne pouvez plus jouer au football en club? Ouais, tout à fait. Alors à partir d'un certain niveau et d'un certain âge, on ne peut plus avoir la double casquette joueur-arbitre en effet. Donc ouais, exact. Alors du coup, vous avez arbitré pour la première fois, c'était en 2014. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match? Oui, je me rappelle, c'était à Saint-Cyr-l'École, c'était mon match. Alors on passe la formation théorique et derrière on est évalué sur un match terrain, où ils estiment si on est apte ou pas à continuer, et on a notre première écusson officielle. Donc ouais, tout à fait, c'était Saint-Cyr-l'École face au PEC, et c'était un super souvenir, ouais, tout à fait. Un championnat 100% yvelinois au début. C'était du U15 Yvelines, ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez accroché tout de suite, ou est-ce que vous vous êtes dit c'est peut-être pas forcément fait pour moi? C'était vraiment par curiosité au départ, et la fonction d'arbitre m'a tout de suite plu. Et après, c'est au fur et à mesure, avec les années, enfin les mois et les années qui défilent, que là, ouais, ça devient vraiment une passion. Et oui, après, c'est avec le temps que c'est vraiment devenu un plaisir. Qu'est-ce qui vous a plu au départ? C'est peut-être le contact, peut-être avec les joueurs. C'est c'est une découverte. C'est quelque chose que je connaissais pas vraiment sur le terrain en tant que joueur. Manager une rencontre avec différents environnements, les joueurs, les bancs de touche, le public, jongler entre tous ces environnements, faire passer des décisions, prendre des responsabilités aussi. Ça m'a fait grandir aussi en tant que jeune, en tant qu'adolescent. Donc ouais, l'arbitrage, c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé en tout cas dans ma vie. Comment a réagi votre entourage? Forcément, quand on dit je sais pas, je veux devenir arbitre, certains se posent peut-être des questions. Est-ce que ça a été le cas pour vous? C'est vrai que quand on est jeune, on rêve tous d'être Zinedine Zidane ou Ronaldinho. Donc ouais, devenir arbitre, c'est pas forcément la vocation rêvée de tous. Même si maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de l'être. Mais oui, alors un peu peut-être une surprise au départ. Mais après, très vite compris par ma famille et soutenu surtout. Donc c'est très agréable. Est-ce que vous pensez que c'est de plus en plus difficile de devenir arbitre? De devenir arbitre, d'avoir non. Cette vocation? De devenir arbitre, non. Mais d'officier dans certaines divisions, oui, ça l'est. Alors surtout au niveau départementaux, dans les basses divisions. Ça peut parfois, sur certains terrains, être compliqué. On n'est pas forcément, quand on est jeune, entouré. On est parfois sans assistant officiel, sans délégué. Donc on se retrouve vite seul sur certaines rencontres, ce qui n'est pas forcément évident quand on est jeune. Donc ouais, c'est important de soutenir les jeunes arbitres, tout à fait. Est-ce que vous êtes bien encadré par les instances, notamment le district des Yvelines? Je crois que vous avez des formations régulièrement, c'est bien ça? Alors j'ai pu bénéficier de ces formations du district des Yvelines au départ, puis de la Ligue de Paris. J'ai évolué au niveau régional par la suite. Donc ouais, j'ai été super bien encadré, j'ai eu des formateurs qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont très bien suivi. Donc j'ai eu la chance de bénéficier de ces formations et j'en bénéficie toujours. Et on essaye de faire de même au district aujourd'hui. Je m'investis aussi dans le district des Yvelines, dans la formation des jeunes. Donc on essaye aussi de soutenir les jeunes qui se lancent, ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez eu des situations délicates en match à gérer? Alors oui, ça m'est arrivé on a tous eu des situations délicates sur des terrains. J'ai jamais eu de situations très compliquées où j'ai été victime de coups ou quoi que ce soit, comme on peut le voir. Mais des insultes, on en a entendu, ouais, tous, en tant qu'arbitre. Mais voilà, il faut savoir faire abstraction, c'est aussi ça qui fait grandir. Mais très délicate, non. J'ai eu la chance de ne pas avoir de conflits exceptionnels à gérer. Est-ce que vous avez déjà arbitré des joueurs avec qui vous avez joué? Oui, tout à fait. Et ça se passe comment du coup? Ça m'est arrivé assez souvent. Étant ex-joueur de foot yvelinois, j'ai pu côtoyer pas mal de connaissances sur les terrains, moi, quand j'étais arbitre.
Donc oui, même en National 3, en National 2, ça m'arrive d'arbitrer, ça m'est arrivé d'arbitrer des amis même. Donc c'est pas évident. Je préfère arbitrer des gens que je ne connais pas évidemment. Mais faut savoir voilà, mettre l'amitié de côté sur le terrain et vite et rentrer dans la rencontre et on fait abstraction du côté amical qu'on peut avoir. On peut perdre certains amis peut-être? Non. Quand même pas. Non. Alors quelle est la principale qualité pour vous, selon vous, pour être arbitre? C'est une bonne question. Pour moi, c'est le courage. Il faut être courageux pour être arbitre. Être sportif, évidemment, mais être courageux parce que voilà, on prend des décisions fortes. Il faut savoir les vendre et c'est pas évident. Donc, ouais, c'est le courage pour moi. Alors, vous avez 25 ans. Est-ce que vous voulez aller encore plus haut? Vous êtes comme... assez jeune finalement pour l'arbitrage. Je suis assez jeune, mais maintenant les jeunes arbitres commencent de plus en plus tôt. Comme disait Gabriel dans le reportage qu'on a pu voir, je fonctionne un peu de la même façon. Je préfère faire étape par étape, match après match, saison après saison, sans me fixer des objectifs à long terme, mais vraiment à court terme et à moyen terme, ouais, tout à fait. Et ça se passe comment? Vous êtes noté, c'est ça, à la fin de chaque match, chaque saison? On est évalué, alors on a plusieurs évaluations durant la saison, par un système de classement, et ça fait des classements du coup à la fin de saison, et c'est un peu comme les équipes, les premiers montent, les derniers descendent, et c'est un petit peu le même système de notation que les équipes, ouais, tout à fait. Est-ce que vous voyez un jour peut-être en Ligue 1, c'est réalisable ou ça paraît utopique? Pour l'instant, c'est utopique. C'est un rêve, comme tous les arbitres de mon niveau. On rêve tous d'évoluer à ce niveau-là. Mais voilà, vraiment étape par étape et savoir rester les pieds sur terre et être humble aussi, c'est important, je pense, dans l'arbitrage. Se remettre en question de façon permanente. Quels sont vos modèles, justement, en arbitrage? Alors moi, quand j'ai commencé, on a tous Pierluigi Collina en tête parce que voilà, c'était un arbitre très charismatique, l'italien. Mais moi, quand j'ai commencé à arbitrer, c'était Howard Webb, l'anglais, M. Rizzoli, l'italien, les deux qui ont dirigé les finales de Coupe du Monde 2010 et 2014. Ouais, donc c'était des modèles et beaucoup d'arbitres français aussi que je regarde assez fréquemment évoluer en Ligue 1, donc sur lesquels on essaye de prendre exemple, de s'inspirer un peu de chacun de différents côtés, donc c'est intéressant. Justement, on s'inspire sur quelle phase de jeu? Plutôt des phases, j'imagine, compliquées peut-être à gérer? Pas forcément, ça peut être des phases assez compliquées, mais aussi très simples. Les déplacements, la gestion disciplinaire, la façon de communiquer, les postures, les images, c'est très important et c'est des choses qu'on essaye vraiment qu'on essaye de s'inspirer, ouais, tout à fait. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière en tant qu'arbitre? Déjà de reprendre le championnat sur une saison complète, parce qu'en National 2, on n'a pas eu la chance d'aller au bout du championnat. On est encore dans l'attente de la reprise ou non des compétitions. Mais voilà, après, pas de limite, d'aller le plus haut possible et de se donner les moyens d'y arriver surtout. Merci à vous, Félicien Gazon. Continuera évidemment à vous suivre dans les prochaines années. On espère vous retrouver en Ligue 1, peut-être un jour, ou pourquoi pas en Ligue des Champions. Hein. On espère ça en tout cas. Merci beaucoup. Alors on va terminer par du tennis et une montée en puissance. Il est actuellement le 2e français à la race. Arthur Renard-Knecht est en pleine progression. À 25 ans, cet Yvelinois originaire de Saint-Germain-en-Laye pointe désormais à la 127e place mondiale après avoir atteint les quarts de finale à Marseille, battu par le français Hugo Humbert après une balle de match. Le sportif d'1m96 jouera cette semaine le tournoi Challenger de Lille. Une victoire lui permettrait de se rapprocher du top 100 mondial. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.